Voilà, on va faire. Je ne vais pas rentrer dans des détails techniques longs. Vous avez ce livre à l'entrée si vous le souhaitez, mais on va faire un zoom sur un petit aspect qui est la question des familles monoparentales. Alors sur le graphique que vous avez là, qu'est-ce que vous voyez? Il faut un petit peu de temps pour voir de quoi on parle. À gauche, ce sont les revenus les plus faibles, 0. Et à droite, les revenus les plus élevés, jusqu'à un salaire de 12 000 euros bruts par mois. Et en vert, on a les aides en moins de l'État si deux célibataires, dont l'un n'a aucun revenu, se marient. Alors, ça veut dire que celui qui se marie avec un autre, si cet autre a des revenus conséquents, va perdre son RSA. Et donc, on voit que l'effet du mariage sur ces deux personnes, c'est une baisse du RSA. On enlève le RSA à partir d'un certain revenu global, on enlève environ 500 euros par mois. Et puis, en orange, vous avez au contraire l'effet de l'impôt. Quand deux personnes se marient, si elles ont des revenus dissymétriques, et là en l'occurrence il y en a une qui a 0, eh bien ce sera favorable pour celui qui a des revenus qui va finalement payer moins d'impôts par le jeu du quotient conjugal. Et donc on a un graphique dont la courbe rouge donne le total de ces deux effets, et on voit que jusqu'à 6 à 8 000 euros, se mettre en couple officiellement, c'est pénalisant au plan de ce que fait l'État pour vous, soit sous forme d'aide, soit sous forme de réduction d'impôts. Et dans le cas de ces revenus très dissymétriques, à partir de revenus très confortables, on a le quotient conjugal qui, au contraire, donne un avantage au mariage. Bon, mais dans l'immense majorité des cas, se marier, ça coûte. Et donc, on a une question de fond qui est la suivante. Pourquoi l'État se mêle-t-il de ce qui est un choix individuel? Pourquoi est-ce que l'État incite beaucoup de gens à ne pas se marier? Ou en tout cas, à ne pas déclarer une union conjugale? Et ça, c'est contraire à la liberté. Il y a une atteinte à la liberté. Et on va voir la suite, c'est pire en présence d'enfants, puisque là, on a parlé de deux personnes sans enfants. Alors voilà ce graphique représente l'effort de l'État pour une famille monoparentale qui a un enfant. Combien l'État donne-t-il pour cet enfant? Alors, il y a différents mécanismes qui opèrent. Sur la gauche, ce sont les mécanismes qui concernent les gens qui ont droit au RSA ou à la prime d'activité, avec notamment cette prime d'activité ou ce RSA, l'allocation de rentrée scolaire. Et sur la droite, on a essentiellement l'effet des réductions d'impôts. Alors, ce qui est en pointillé au-dessus, on a l'allocation de soutien familial qui est donnée uniformément, indépendamment des revenus de ce foyer monoparental, à condition qu'il n'y ait pas de pension alimentaire. Alors, ce qui est frappant dans ce graphique, c'est que finalement, sous forme de réduction d'impôts, l'État donne plus quand la famille monoparentale est riche. Alors, on pourra dire, de toute façon, des familles monoparentales riches, elles sont minoritaires, il y en a peu. Enfin, c'est quand même un petit peu bizarre. On va passer au truc suivant. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Non pas pour une famille monoparentale, mais pour un couple. Alors, pour un couple, et on a la famille pour un couple avec un seul enfant. On a donc en pointillé en haut le rappel du total concernant une famille monoparentale,
Et en couleur, on a les différents dispositifs familiaux qui visent le couple pour un enfant. Et ce graphique est extrêmement intéressant à comprendre qu'est-ce qui se passe. Dans notre tête, on a plutôt dans l'idée que y a des allocations familiales pour les enfants. En fait, les allocations familiales sont nulles quand il n'y a qu'un seul enfant. Elles commencent au deuxième. Elles deviennent plus significatives à partir du troisième. On a donc au milieu un trou pour des couples qui n'ont ni la prime d'activité, qui est familialisée, et qui n'ont pas non plus de réduction d'impôt, parce qu'ils ne payent pas d'impôt. Ils sont donc d'un côté trop pauvres et d'un autre côté trop riches pour que l'État contribue à cet enfant. Sur la partie gauche, donc pour les couples avec peu de revenus, on a principalement intégré dans la prime d'activité ou le RSA un effet famille, donc une majoration pour l'enfant, et on a aussi l'allocation de rentrée scolaire. Sur la partie droite, on a le quotient familial avec une demi-part pour l'enfant. Sur les familles monoparentales, le premier enfant compte pour une part. Et c'est pour ça qu'on a quelque chose qui est bien supérieur. C'est-à-dire qu'on a un système qui finalement, la première bizarrerie, donc, c'est cet avantage donné aux familles monoparentales riches. Le deuxième point qui est tout à fait fondamental au plan philosophique, c'est qu'on a une France qui est coupée en trois. D'un côté, les mécanismes qui concernent les plus pauvres, d'un autre côté, les mécanismes qui concernent les plus riches, et au milieu, les familles moyennes. Alors, qu'est-ce que ça produit, ça ? Ça produit que chacun défend son beefsteak. Chacun défend les dispositifs qui le concernent. Et donc, finalement, on avait vu que sur le premier point, il n'y a pas de liberté. L'État interfère dans la liberté de fonder un foyer ou pas, de se marier. Deuxième point, il y a une inégalité liée au fait que les familles monoparentales riches ont un avantage curieux. Et troisième point, on a un problème de fraternité, puisque ce système, finalement, dit on n'est pas dans la fraternité, on est dans la lutte des classes. On va se battre les uns contre les autres, puisque chacun a son dispositif. Alors donc, moi, je suis ingénieur, fraternité ou lutte des classes, je veux dire, ce n'est pas ma casquette d'ingénieur qui fait choisir une préférence, mais je dis simplement la chose suivante, c'est qu'on a une devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, qui n'est pas dans les dispositifs que nous avons. Il y a une incohérence entre les deux. Alors on peut changer la devise, dire liberté, égalité, lutte des classes. Bon, c'est quand même... ou bien alors, on va dire... on va rationaliser ça et mettre un dispositif unique pour tout le monde. Ou bien, troisième solution, c'est celle dans laquelle on vit, on continue dans le mensonge. Donc, vous avez les trois options. Bon, alors, on continue. Graphique suivant. Qu'est-ce que c'est que passer à une allocation familiale unique? Donc, un dispositif qui serait le même pour tout le monde. Donc, on ne parle que d'un sujet limité, on ne parle pas des aides aux gardes d'enfants, par exemple. On se limite à une dizaine de dispositifs principaux qui concernent toutes les familles. Et donc, sur ce graphique, on voit l'empilage de ces dispositifs généraux, soit pour les pauvres, soit pour les riches, pour une famille de 4 enfants. Et on voit que le total, finalement, à gauche pour les pauvres et à droite pour les riches, est sensiblement le même, autour de 1 000 € pour les 4 enfants, entre 900 et 1 000 €. Et que si on a des variations, ce sont des effets de seuil qui ne sont pas voulus par le législateur.
Autrement dit, dans le cas de 4 enfants, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on a un système aussi compliqué? Il suffirait de dire qu'on donne 250 € par enfant, 200 ou 250, et puis basta, c'est fini. On n'a pas besoin de tous ces dispositifs. Et à ce moment-là, on est avec un dispositif unique pour tout le monde, et on vit concrètement la fraternité. Donc, ce livre décrit en détail le passage à une allocation familiale unique qui dépendrait plus ni des revenus de la famille, ni du rang de l'enfant dans la famille, et qui pourrait dépendre de l'âge simplement pour refléter un peu mieux le fait qu'on y intègre l'allocation de rentrée scolaire pour les enfants scolarisés ou qu'on donne une petite majoration à partir de 14 ans. Ce livre est fait avec la volonté d'être grosso modo à budget constant pour l'État. Alors, sur ce graphique, on voit l'effort de l'État côté social et côté fiscal pour des familles de 1, 2, 3 et 4 enfants en très plein et des foyers monoparentaux de 1, 2, 3, 4 enfants en pointillé. Évidemment, quand on voit ce graphique, on se dit, mais c'est quoi le sens que l'État contribue à hauteur de 0 pour certains, c'est le trou rouge là en bas, et à hauteur de plus de 400 € pour d'autres. Ce sont certaines familles monoparentales. Les familles monoparentales de 3 ou 4 enfants arrivent à dépasser 400 € par enfant et par mois comme effort de l'État en leur faveur. Si on avait eu un graphique ici qui soit pentu, c'est-à-dire que les pauvres notoirement favorisés par rapport aux riches ou l'inverse, on se serait dit, tiens, il y a peut-être une signification à ça. Mais quand on voit ce graphique, on ne perçoit pas qu'il y ait une pente dans la moyenne. Donc on se dit, l'allocation familiale unique semble pertinente pour remplacer des dispositifs dont on ne perçoit pas la signification. Et donc, la solution, elle est assez simple. Un enfant, c'est, selon l'âge un petit peu, mais environ 200 € par mois. 2 enfants, c'est 400 €. 3 enfants, c'est 600 €. Et puis voilà. Alors, ce qui est très important dans ce mécanisme, c'est que ça conduit à sortir les prestations familiales des minima sociaux, du RSA et de la prime d'activité. Et si on veut rationaliser le RSA et la prime d'activité, c'est un chantier qui est ouvert en ce moment, si on veut fusionner l'allocation de solidarité spécifique pour les chômeurs en fin de droit et le RSA, l'ASS ne dépend pas des enfants, eh bien, il faut commencer par séparer les variables et sortir la politique familiale des minima sociaux. L'enjeu donc de ce que je dis là, ce n'est pas la politique familiale, l'enjeu c'est une simplification du système permettant de rationaliser non seulement la politique familiale, mais aussi la politique en faveur des plus pauvres, la réduction des inégalités. Alors je dirais que, pour terminer, pour tuer un projet de réforme de ce genre, vous avez... la piste classique, c'est d'insister sur les cas où il y a des perdants. Alors c'est sûr que si on refuse qu'il n'y ait pas de perdants, on ne fait rien, puisqu'on n'a pas d'argent. Donc, mais plus précisément, une voie pour tuer un projet de ce genre, c'est de mélanger ce qui concerne la simplification du système et sa générosité. Et si on commence à se battre, non pas pour un système plus simple, mais pour un système plus généreux pour les familles, à ce moment-là, on brouille complètement le message. Mon message, ça n'est pas de donner plus aux familles, c'est un autre sujet. Mon message, c'est de simplifier et de rendre le système compréhensible. Le deuxième moyen de tuer un projet de ce genre, c'est d'en augmenter le périmètre.
On va dire, mais il faut aussi penser aux gardes d'enfants, qui sont bien compliquées, elles aussi. Et puis, il faut penser aux 18-25 ans, c'est bien compliqué. Et à ce moment-là, on ne fait rien parce qu'on est face à un monstre. Donc, vous voyez, les deux suggestions que je fais aux opposants pour tuer ce projet.